Bienvenue sur TechWeb. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter PHP et les bases de données. Donc, durant la vidéo, nous allons voir comment se connecter à une base de données MySQL à l'aide de PHP. Nous allons voir comment écrire les requêtes au niveau de PHP pour qu'elles soient exécutées par le serveur de base de données MySQL. Et à la fin de la vidéo, je vais vous présenter le concept des requêtes préparées. Avant de commencer, il faut vérifier que vous avez bien démarré votre serveur Apache et MySQL et vérifier aussi au niveau du dashboard de exemple que vous avez l'extension .pdo. Par exemple, pour vérifier l'extension .pdo, donc par exemple, vous allez sur le dashboard d'exemple et vous allez ici sur l'onglet PHP Info. Ici au niveau de PHP Info, vous tapez PDO et vous cherchez, voilà, ça, PDO underscore MySQL. Si vous avez ça au niveau de PHP Info, ça veut dire que vous avez l'extension PDO qui est définie au niveau de votre machine. Si vous ne l'avez pas, vous allez ici au niveau de config, PHP .ini et vous allez chercher, qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher MySQL par exemple, tapez suivant, ensuite, et vous allez chercher quelque chose comme ça. Vous allez chercher un truc PDO underscore MySQL. Si vous avez trouvé ça, extension égale PDO underscore MySQL, vous vérifiez qu'au début de la ligne, il n'y a pas un point virgule. S'il y a un point virgule, ça veut dire que cette ligne-là, elle est commentée. Il faudra enlever le point virgule. Maintenant, si vous n'avez pas du tout cette ligne, il faut tout simplement l'ajouter et bien sûr sortir du fichier. Moi, je ne vais pas enregistrer, il faudra enregistrer. Par contre, j'ai oublié de préciser que cette manip-là, il faudra la faire, mais en ayant arrêté le serveur Apache, comme ça, vous n'allez pas du tout avoir de problème. Donc, je reviens à la présentation. Donc, PHP propose plusieurs moyens de se connecter à une base de données MySQL. Par exemple, il y a l'extension MySQL underscore. C'est un ensemble de fonctions qui permettent l'accès ou la connexion à une base de données MySQL, sauf que cette extension est devenue obsolète dans les nouvelles versions PHP. Il y a une autre extension, c'est MySQL LI, que vous avez peut-être remarqué lorsque j'étais en train d'afficher PHP underscore info. Cette extension, c'est une version améliorée de MySQL underscore et elle propose beaucoup de fonctionnalités. Sauf que dans ce cours, moi, je vais vous proposer d'utiliser l'extension PDO pour, donc PDO, c'est un acronyme pour PHP Data Object. En fait, c'est une interface qui permet l'accès à plusieurs types de bases de données, pas uniquement MySQL. Ça peut être du MySQL, du PostgreSQL, du Oracle, du MongoDB ou autre type de base de données. Autrement dit, avec PDO, les requêtes seront automatiquement compatibles avec les différents types de bases de données, contrairement à l'extension MySQL LI underscore. Si vous écriviez par exemple un script en utilisant ce type d'extension, alors votre script ne sera valide ou valable uniquement si vous avez un serveur MySQL. Si jamais par la suite il y aura un changement au niveau du serveur de base de données, vous serez obligé de réécrire vos scripts. Donc c'est pour ça je vous conseille d'utiliser l'extension PDO quand vous avez des scripts où il faudra se connecter et aller récupérer des données au niveau d'un serveur base de données. Pour pouvoir se connecter à une base de données, donc il faudra définir un certain nombre de variables ou donner un certain nombre d'informations à l'extension PDO pour qu'elle puisse établir une connexion avec la base de données. Donc, première des choses qu'il faudra fournir, c'est le host. L'hôte,
c'est-à-dire l'adresse IP de l'ordinateur où le serveur de base de données est installé. Par défaut, le serveur de base de données est installé sur la machine locale, puisque nous, généralement, c'est ce qu'on fait. On travaille en local sur la même machine. Hein, même durant les séances de TP, c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et donc, l'host pour nous, ce sera localhost ou bien l'adresse 127.0.0.1. DBName, ça tout simplement c'est le nom de la base de données à laquelle vous souhaitez vous connecter. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un serveur MySQL, il a la possibilité de gérer plusieurs bases de données à la fois. Donc il faudra lui définir quelle base de données vous voulez consulter. Ensuite, il faudra présenter ou définir un login et un password. Comme ça, vous allez pouvoir être authentifié au niveau de MySQL. Et donc, les instructions qui permettent de définir ces informations-là en PHP, c'est trois instructions. Donc, vous avez $DSN pour Data Source Name, ça c'est un acronyme. Donc, je lui précise que c'est un serveur MySQL. Deux points, je lui donne le host égale localhost pour moi. Point virgule et le nom de la base de données. Donc la base de données, c'est agence. C'est une base de données que vous avez déjà manipulée l'année dernière et que je vais vous fournir le code SQL qui permettra de la recréer si jamais vous ne l'avez pas sur votre machine. Le user, c'est root et le password, c'est un password qui est vide. Ça, c'est l'utilisateur admin par défaut sur un serveur MySQL si vous n'avez pas du tout modifié ces valeurs-là. Par la suite, il faut instancier ce qu'on appelle un objet. Et oui, là, je parle d'instanciation. Donc, il va falloir faire un petit peu de PEO, la programmation orientée objet. Nous n'allons pas voir grand-chose, hein, des trucs assez basiques. Et on laissera ce concept à la fin de ce module. On aura l'occasion de le voir en détail. Le PEO en PHP. Donc, maintenant, nous allons utiliser une classe PDO à laquelle nous allons fournir un DSN, un user, password et quelques options si jamais vous le souhaitiez. Et bien sûr, nous allons instancier un objet grâce au mot-clé new. Et donc, $CON pour connexion représentera un objet qui est en fait en charge d'établir ou de communiquer avec la base de données agence par exemple qui se trouve sur un serveur MySQL. Donc voici les instructions qui vous permettent de vous connecter. Donc je vous propose pour mieux comprendre d'aller directement sur VS Code. Donc j'ai mon script de connexion qui est là. Donc je définis le DSN. Je définis le user, le password. Ici, quelques options. En gros, je suis en train de lui dire que les commandes, j'agrandis ça. Donc, les commandes, ou plutôt la communication avec le serveur, je vais utiliser le codage UTF-8. Si jamais il y a des erreurs lors de cette communication, j'aimerais bien que PHP me génère des exceptions. C'est pour ça me génère des exceptions pour que je puisse les intercepter. C'est pour ça ici, j'ai mis tout ce bloc-là à l'intérieur d'une structure try catch. Donc PHP va essayer d'exécuter tout ça. Si jamais il y aura un problème, il va pas du tout exécuter, il va tout annuler, il va m'exécuter la ligne numéro 16 sur laquelle j'ai mentionné la fonction die, ça veut dire ça va arrêter complètement l'exécution de ce processus-là et ça va m'afficher ce message-là. Erreur de la connexion à la base de données. Je fais un saut de ligne avec la balise BR et j'affiche le message de l'exception qui a été générée. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici à l'intérieur? Donc, je vous ai dit, il y a le DSN qui est défini, user, password, un petit peu d'options. Et le plus important, c'est ça. New, PDO, $DSN, $user, $password. Et je vais récupérer un objet qui représentera la connexion. Donc, si je souhaite faire un test de ça, je vais aller au niveau... Pardon, ici, ça c'est mon fichier. J'appuie dessus, il m'affiche connexion à la base de données établie. Par exemple, je vais essayer de me connecter à agence 102.
Je vous rassure, je n'ai pas du tout cette base de données. Et on va voir qu'est-ce qui va me retourner le serveur. Donc, il me dit déjà erreur de connexion à la base de données. Donc, ce message-là, c'est ce que moi, j'avais écrit là. Et le message qui vient après, ça, c'est le message qui est là. Ça, c'est le message de l'exception qui a été généré. Donc, le message, qu'est-ce qu'il me raconte? Unknown Database Agence 102. Il me dit que la base de données Agence 102 n'existe pas ou bien elle est inconnue. C'est-à-dire la connexion, elle a été établie avec le serveur MySQL, mais par contre, la base de données, il n'a pas réussi à la retrouver. Si je refais la même chose, donc je vais remettre Agence, mais par contre, je vais lui indiquer un host qui n'est pas du tout connu. Par exemple, je vais lui donner localhost 555. Je vais rafraîchir. Il est en train d'essayer de se connecter. Et là, il me répond PHP Network get addresses, get address info filled. Il y a eu un échec. Il me raconte que l'hôte est inconnu. Il n'a pas réussi du tout à trouver le serveur MySQL. Donc voici deux exemples d'erreurs que vous risqueriez de rencontrer, surtout lorsque vous débutez avec PHP et les bases de données. Donc il faudra faire attention à ces deux points-là. Il faut éviter aussi de me faire des espaces. Par exemple, MySQL espace. Je pense que ça aussi, ça va nous générer un autre type d'erreur. Voilà. Could not find driver. Il n'arrive pas à reconnaître ce driver MySQL espace. Donc, il ne faut absolument pas avoir l'espace juste avant ou après les deux points au niveau du DSM. Donc, ça, c'était pour la connexion. Donc, je vais continuer. Concernant les requêtes, c'est assez simple. Il faut juste se rappeler de deux points. PDO propose deux méthodes pour l'exécution des requêtes. Deux méthodes. Vous avez la première méthode qui est la méthode query. Elle exécute la requête et retourne un jeu de résultats en tant qu'objet PDO statement. Cette méthode est utilisée pour les requêtes select. Donc on va utiliser cette méthode lorsqu'on a des requêtes select. Ça c'est la première méthode, query. Donc rappelez-vous, je vais l'exécuter uniquement lorsque j'ai des requêtes select à exécuter sur mon serveur MySQL. Il y a une autre méthode qui est exec. Elle exécute la requête et retourne le nombre de lignes affectées. Par contre, cette méthode-là ne sera utilisée que lorsqu'on a des requêtes d'insertion, de mise à jour et de suppression. Donc, pour résumer, si j'ai par exemple cette requête-là, select étoile from commune à exécuter, donc je vais automatiquement exécuter la méthode query. Bien sûr, j'ai déjà ma variable $con qui représente un objet qui est connecté, ou plutôt qui va se charger de la communication avec le serveur web. Donc, j'appelle sa méthode query et je lui passe la requête SQL select étoile from commune. Et ça va me retourner le résultat dans un objet qui aura le type PDO statement. Et nous allons voir par la suite comment récupérer les enregistrements, bien le jeu de résultats. Donc, quand j'appelle la méthode query, ça va me retourner un jeu de résultats, un ensemble de lignes, un ensemble d'enregistrements. Par contre, si j'ai une requête de type delete from commune where distance inférieure à 20, à ce moment-là, je ne m'attends absolument pas à recevoir un jeu d'instruction ou un jeu d'enregistrement de lignes. Et donc, je vais exécuter la méthode exec. Et ça va me retourner le nombre de lignes qui vont être affectées par ma requête. Donc, je résume. Si vous avez des requêtes de type select, c'est la méthode query. Si vous avez des requêtes concernant, par exemple, l'insertion ou la mise à jour, bien la suppression, à ce moment-là, il faudra exécuter la méthode exec. Maintenant, comment récupérer les données? Comment afficher les enregistrements reçus par le serveur? Donc, pour traiter ces résultats, ligne par ligne, on utilise la méthode fetch. Cette méthode retourne un tableau
écoutez bien, cette méthode retourne un tableau contenant tous les champs de l'enregistrement. Fetch, donc comment on va l'appeler? Fetch, et entre parenthèses, on va préciser un style. Mais le style là, vous n'êtes pas obligé de le préciser à chaque fois. Il est par défaut, c'est le style PDO 4.fetch underscore bout. Qu'est-ce que ça veut dire fetch underscore bout? En fait, fetch par défaut, c'est-à-dire par défaut à ce style-là, par défaut va vous retourner un tableau indexé par les noms des champs et aussi par les numéros de colonnes en partant de l'indice 0. Ça veut dire quoi là? Par exemple, j'ai effectué une requête select étoile from logement. Donc je vais avoir des lignes, des enregistrements, et chaque ligne, je vais avoir plusieurs champs, plusieurs attributs. Donc, fetch, à chaque fois que vous retournez une ligne, comment qu'elle va vous la retourner? Elle va mettre les différents attributs dans un tableau. Si vous ne précisez pas de style, c'est-à-dire par défaut il est fetch underscore bout, donc elle va vous retourner un tableau dont les éléments, c'est les différents attributs de la ligne, leur clé, ça va être une fois le nom de l'attribut et une deuxième fois l'indice de la colonne. C'est-à-dire vous allez avoir les valeurs des attributs deux fois dans le tableau. Une fois, ils auront la clé qui aura comme valeur le nom de la colonne. Une autre fois, ils auront la clé qui aura comme valeur l'indice en partant bien sûr de 0 vers 1. La première colonne, elle aura l'indice 0, le deuxième 1 et ainsi de suite. Deuxième cas de figure, vous définissez un style, c'est fetch underscore assoc, assoc pour association. Donc à ce moment-là, ça va vous retourner un tableau. Si vous voulez indexer par les noms des colonnes ou des champs, ce sera un tableau associatif si vous voulez. Vous allez avoir les différents éléments de la ligne ou bien de l'enregistrement dans le tableau, mais à chaque fois, la clé de chaque élément d'attribut, ce sera quoi? Ce sera le nom de la colonne. Et le dernier point, fetch underscore obj. À ce moment-là, ça va vous retourner un objet anonyme avec les noms de propriétés qui correspondent au nom des champs. Donc anonyme, les noms des propriétés. Un objet, il a des propriétés. Les propriétés de cet objet, ça va être les champs de l'enregistrement. Avec l'exemple, vous allez mieux comprendre. Donc ça, c'est l'exemple, mais je vais passer sous VS Code, vous allez mieux comprendre. Donc nous allons partir ici, sur ce script-là. Regardez, au début, je ne fais rien de particulier. Là, je suis en train de me connecter à la base de données. J'ai défini le DSN, user, password, un petit peu d'options, malgré ce n'est pas obligatoire. J'instancie un objet PDO. Donc, ça va me permettre de communiquer avec le serveur MySQL, précisément avec la base de données agence. Ça, je le mets au début. Si jamais il y a un problème, ça va me tuer complètement le processus et m'afficher qu'il y a une erreur et le reste ne sera pas du tout exécuté. Donc là, ensuite, le reste, c'est du code HTML. Donc, je vais afficher un tableau dans lequel je vais mettre, par exemple, tous les logements qui sont dans ma base de données. Donc, pour vous montrer un petit peu la base de données, c'est ça. Vous avez la base de données agence, vous avez la table logement, par exemple. Si je veux voir sa structure, donc j'ai le numéro du logement, type du logement, l'identifiant du quartier, l'adresse, superficie et loyer. C'est ce que j'essaie ici d'afficher. C'est ce que j'essaie d'afficher ici. Donc, c'est ça le but. Ensuite, ça, c'est uniquement du HTML, un petit peu CSS pour que le tableau soit plus lisible pour l'utilisateur. Ce n'est pas du tout l'objectif de ce cours. Ensuite, moi, j'ai déjà la variable $CON qui représente la connexion à la base de données. Ça, je l'ai déjà. Donc, ce n'est pas un problème. Je veux exécuter cette requête. Select étoile from logement. Donc, c'est une requête select. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler la méthode query. C'est logique. Quand j'appelle la méthode query, cette méthode va faire ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire dialoguer avec le serveur MySQL et récupérer le résultat.
Les résultats vont être sauvegardés dans cette variable $response. Cette variable-là, elle est de type PDO statement. Si moi je ne précise rien ici et j'appelle cette variable et je mets fetch, ça va me retourner une ligne. Par contre, moi je vais récupérer toutes les lignes comme ça et à chaque fois je vais les afficher. Qu'est-ce que je fais? Je mets une boucle ici, $data reçoit $response fetch. Dès qu'il n'y a plus de lignes à afficher, cette fonction-là fetch va me générer une erreur si vous voulez et la condition sera fausse et je vais sortir de cette boucle et je vais continuer ce que j'ai à faire. Là, par exemple, quand je rentre dans la boucle, $data, ce sera un tableau qui contient quoi? Il contient les différents champs de l'enregistrement, mais en double. Une fois, ils auront comme clé le nom de quoi? Le nom des champs de la table. Et une autre fois, ils auront des indices. Par exemple, le numéro de logement, il aura l'indice, la clé 0 si vous voulez, ou l'index 0, l'indice 0. Ensuite, type logement 1. Ça, c'est 2, 3, 4 et 5. Si je veux afficher, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais une boucle là. $i, je l'initialise avec 0. Tant que c'est inférieur à 6, bon, je reboucle et à chaque fois, j'affiche $data. Donc, si on veut voir les résultats de ça, donc on va aller au niveau de query et on va afficher. Et là, je suis en train d'afficher le contenu de la table logement. Maintenant, si je souhaite par exemple ici préciser qu'est-ce que je vais faire? Je vais commenter ça, c'est mieux pour le laisser de côté. Et, pardon, je vais récupérer ça quand même. Attendez. Non. Non, je vais le laisser comme ça. Bon, j'ai plusieurs idées dans la tête, c'est pour ça, donc il faut que je fasse attention. Là, je vais mettre PDO. PDO. Non, c'est fetch. Là, je vais mettre fetch underscore obj. Voilà. Là, je n'ai pas vraiment besoin de ça, de cette boucle. Elle ne me sert pas à grand chose, tout simplement parce que je vais récupérer les données au niveau de $data et $data maintenant c'est un objet. C'est un objet et les attributs ou bien les propriétés représentent les noms des champs. Donc j'aurai par exemple $name underscore loge. Donc je concatène avec $td. Et donc je vais avoir ça 5 fois. Voilà. Donc je vais avoir type logement. ID quartier, ensuite adresse, ensuite superficie, voilà. Il me reste un autre, c'est loyer. Voilà. Donc vous avez compris, à chaque fois je récupère un enregistrement et puisque j'ai utilisé fetch underscore obj, donc $data ce sera un objet dont les propriétés correspondent au nom des attributs ou des champs dans ma table logement. Si je veux faire un test de ça, donc, et vous voyez que l'affichage n'a pas été modifié tout simplement, pourtant je suis en train de mettre à jour parce que ça m'a donné exactement la même chose que tout à l'heure. Si je veux quoi faire? Si par exemple
Ouais. Bon, c'est bon, je pense que je n'ai rien à rajouter. Si peut-être, si je voulais par exemple ici mettre Fetch Association. À ce moment-là, je vais pas du tout recevoir un objet, quoique je vais tester, pardon. Et c'est logique, ça me génère des erreurs parce qu'il me dit qu'il n'arrive pas à trouver ces propriétés-là. Pour lui, data, $data, c'est pas comment dire, c'est pas un objet, mais par contre, c'est un tableau. Ok. Donc, ce sera un tableau. Et maintenant, les noms des champs. Attendez, je vais faire un truc propre. Ça représente les clés. J'espère que ce n'est pas trop difficile pour vous de suivre ce que je suis en train de faire. Si jamais vous avez des questions, vous êtes libre de me les poser. Regardez maintenant, j'ai utilisé le style Fetch Association. Et là maintenant, je peux accéder directement aux différents attributs en précisant comme clé le nom des champs de la table. Maintenant, nous allons voir autre chose très intéressant aussi. C'est les requêtes préparées. Et les requêtes préparées permettent de séparer les données de la structure des requêtes tout en imposant une certaine rigueur de programmation. Dans un premier temps, la requête est préparée en mémoire au niveau du SGBD. Par la suite, elle est exécutée autant de fois qu'on le souhaite avec les variables dynamiques de notre choix. Bien sûr, il existe deux types de requêtes préparées, celle avec les marqueurs interrogatifs, donc nous allons mettre des points d'interrogation, et celle avec des marqueurs nominatifs. Donc je commence avec les marqueurs interrogatifs. Lors de la préparation des requêtes, les variables sont remplacées par le symbole point d'interrogation. Par la suite, pour exécuter la requête préparée, il suffit de définir un tableau contenant l'ensemble des valeurs de vos variables tout en respectant l'ordre de leur apparition au niveau de la requête. Je m'explique. Par exemple, j'ai cette requête select étoile from commune where id underscore commune, mais par contre la valeur je ne l'ai pas pour id commune. C'est-à-dire au moment de l'exécution, je vais connaître la valeur. Par exemple, c'est l'utilisateur qui va m'envoyer la commune qui souhaite voir toutes ces informations. Et quand j'écris le script, je n'ai pas encore cette valeur-là. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un point d'interrogation. Et pour écrire cette requête, il faut utiliser la méthode prépare. Donc, dans $requête 1, il n'y aura pas une requête qui sera exécutée, mais il y aura une requête qui est préparée. Elle est préparée, elle est prête pour être exécutée. Pour pouvoir l'exécuter, il faudrait que j'appelle la méthode execute. Mais pour appeler la méthode execute, il faut que je définis un tableau. Qu'est-ce que je vais mettre dans ce tableau? Les différentes valeurs de ces différents marqueurs qui se trouvent au niveau de cette requête préparée. Par exemple, dans ce cas d'utilisation là qui est devant vous, je n'ai qu'un seul marqueur inconnu. C'est pour ça que j'ai array 900 seulement. Par contre, si j'avais d'autres marqueurs, par exemple, si j'avais endName égale point d'interrogation, à ce moment-là, je devais mettre array 900 virgule et je rajouterai une autre valeur pour le deuxième marqueur. Une fois que j'ai appelé execute, donc $requête 1 contiendra le jeu de résultats retournés par le serveur MySQL. Et pour pouvoir manipuler ces résultats, c'est comme précédemment, c'est-à-dire il faudra utiliser la fonction fetch. Vous pouvez l'utiliser à l'intérieur d'une boucle comme sans boucle si vous avez une seule ligne qui sera retournée. Moi, je suis sûr que je n'aurai qu'une seule ligne parce que ma condition elle est where id underscore commune égale quelque chose et je sais qu'en base de données, dans une table, il y a une seule ligne qui a un seul et unique identifiant. Si je veux réexécuter cette requête maintenant, je ne suis plus obligé de la réécrire. Je vais directement appeler execute, mais par contre, je vais donner le tableau qui contiendra les valeurs pour mes différents marqueurs.
et je peux appeler execute autant que je veux. Bien sûr, il faudra à chaque fois donner un tableau de valeurs correspondant aux valeurs que j'ai reçues de l'utilisateur ou que je souhaite utiliser pour exécuter cette requête-là. Donc ça, c'est pour les marqueurs interrogatifs. Maintenant, le même principe, exactement le même principe, mais je vais utiliser des marqueurs nominatifs. Au lieu de mettre point virgule, je vais mettre deux points et je donne un nom à ce marqueur. Donc, par exemple, ici, j'ai mis 2.id. Je pouvais bien sûr en avoir d'autres marqueurs. Par exemple, si l'instruction était where id underscore commune égale quelque chose, and name égale quelque chose, ben, j'aurais mis and name égale 2 points et j'aurais donné un autre nom à mon marqueur. Pour exécuter cette requête préparée, toujours la méthode execute et là, je vais donner un tableau. Le tableau ici il sera associatif, c'est-à-dire la valeur et bien sûr la clé qui correspond à ce nom de marqueur. Si j'avais un autre marqueur nominatif, j'aurais mis virgule par exemple entre apostrophe name égale supérieur et la valeur que je souhaite affecter à ce marqueur. Et le principe, il reste le même. Si je veux réexécuter cette requête-là, c'est assez simple. J'appelle une deuxième fois execute avec un tableau associatif qui me permettra de définir des valeurs pour les différents marqueurs nominatifs. Maintenant, il y a une fonction qui s'appelle bindParam. Elle permet de lier un marqueur à une variable définie localement dans vos scripts PHP. Par exemple, j'ai ici une requête préparée avec un marqueur nominatif et j'ai une variable qui est $maCommune. Je peux lier cette variable-là à ce marqueur via la méthode bindParam. Donc, je lui dis bindParam. Bien sûr, la requête préparée, donc elle possède cette méthode-là, donc je l'appelle bindParam et je lui dis pour ce marqueur-là, 2 points et cette fois-ci, il faut mettre les 2 points. Hein. Avant, quand on appelait execute, on n'était pas obligé de mettre les 2 points. Hein. Mais là, avec bindParam, il faut mettre les 2 points. bindParam 2.id, je lui dis que ce marqueur il sera lié avec cette variable-là et je souhaite transférer uniquement des valeurs type entier seulement. Et j'appelle execute. Cette fois-ci, execute, je ne lui passe absolument rien parce qu'elle va savoir qu'elle va récupérer ce qu'il y a dans $maCommune et elle va l'utiliser pour exécuter cette requête. Le même principe, si je veux appeler une deuxième fois execute, bah, je l'appelle sans rien lui passer. Tout simplement, il suffira que je change la valeur de ma variable maCommune et j'aurai le résultat que je souhaite. Le même principe s'applique avec les marqueurs interrogatifs. Donc, cette fois-ci, par contre, ici, il ne faut pas mettre le nom du marqueur parce qu'on ne l'a pas. Il ne faut pas, bien sûr, mettre point d'interrogation, mais il faudra mettre la position du marqueur dans votre requête préparée. Et le premier marqueur qui se trouve dans votre requête, il a la position 1 et non pas 0. C'est pour ça que j'ai mis ici 1. Si j'avais un autre marqueur, je vais utiliser 2 et ainsi de suite. Sinon, le principe, il reste exactement le même. Si je veux exécuter ma requête avec une autre valeur, je n'ai qu'à appeler execute une deuxième fois. Et bien sûr, auparavant, il faudra que je m'assure que ma variable $maCommune est la valeur nécessaire pour cela. Donc, j'espère que vous avez bien compris ces concepts. Si jamais vous avez des questions, il ne faut absolument pas hésiter à me les poser, soit ici directement au niveau des commentaires, soit lors de nos séances TP. Le conseil que je vous donne, c'est de pratiquer, pratiquer et pratiquer. Il n'y a que la pratique qui vous permettra de maîtriser ces concepts basiques. Il n'y a rien de difficile dedans. Et donc, je vous laisse le soin de pratiquer. Si vous voulez reprendre les exemples que je vous ai présentés maintenant, donc je vous ai mis sur la plateforme un fichier .excel, c'est agence.sql, pardon, pas Excel, mais .sql. Donc, le fichier, vous allez le trouver sur la plateforme. Donc, il a le nom agence.sql. Il vous permettra de générer cette base de données SQL. Bien sûr, il faudra d'abord vérifier que vous ne l'avez pas. Si vous ne l'aviez pas, à ce moment-là, il faut ouvrir votre administrateur PHPMyAdmin. Vous allez sous l'onglet
SQL. Vous allez copier-coller ce que je vous ai mis dans agence.sql ici et ensuite vous allez exécuter. Quand vous allez exécuter, vous n'allez pas voir immédiatement agence au niveau de cette arborescence. Il faudra aller, par exemple, pas parcourir. Vous cliquez sur n'importe quoi. Hein. Non, qu'est-ce qu'il ne veut pas me faire? Non plus. Ok, quittez la base. Voilà. Donc, il faut aller juste sur l'onglet base de données. Et normalement, vous allez retrouver votre base de données que vous venez tout juste de créer. Mais une fois que vous allez cliquer dessus, elle réapparaîtra ici dans l'arborescence. Mais la première fois, normalement, elle ne va pas réapparaître directement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et il y aura d'autres vidéos pour terminer le reste des cours. Voilà, je vous remercie et à bientôt.